Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101%, c'est mon premier 101% de l'année, donc j'ai envie de vous dire bonne année. Je vous ai peut-être dit bonne année dans J'irai jouer sur vos tombes avant, mais bon, c'est pas grave, on va dire que vous regardez que 101%, donc je vous dis bonne année. Alors, une nouvelle année, c'est prendre des résolutions. Donc, cette année, j'aimerais que la télévision française prenne des bonnes résolutions. Et je vais dire ce que j'aime pas dans la télévision française dans son 101%, je vais crier, mais je vais crier... Ah, j'ai crié le sommaire aussi, tiens. Aujourd'hui, une critique de jeu Little Big Planet 2, mon souvenir, temps perdu, Retro and Magic, et on commence avec les news. Une petite news rapide pour vous informer de la sortie française de Kingdom Hearts Recoded, le dernier volet en date de la série mélangeant les personnages issus des univers de Square Enix et Disney. Ceux qui souhaitent en savoir plus sur cet épisode sont bien évidemment invités à aller faire un tour sur le service online de No Life et jeter un œil à la critique du Role Playing Gang, diffusée dans le UXP du mois de décembre. Avec le Razer Switchblade, un portable capable d'afficher sur ses touches de clavier des icônes, le jeu sur PC risque de connaître une révolution. En tout cas, c'est ce qu'a l'air de dire ce jeune asiatique complètement dans son projet. So, we took a familiar, traditional piece of hardware, the keyboard, and developed an all-new user interface designed just for mobile PC gaming. Cette machine développée par Razer et utilisant un processeur Intel dispose en effet d'un clavier dynamique qui peut reconnaître et transposer l'interface d'un jeu, offrant ainsi la possibilité aux joueurs de voir les différents éléments visuels liés au titre. Un outil plutôt pratique donc, et relativement bien pensé, qui à défaut de ne pas révolutionner toute l'industrie du jeu vidéo, donnerait un peu plus de gueule à nos macros. Pour le moment, le Razer Switchblade, qui tourne sur Windows 7, en est encore au stade de concept et ne sera pas commercialisé de sitôt. Déjà sorti avant les fêtes, Farming Simulator 2011 ne disposait pas d'une version française. L'attente incommensurable des joueurs français sera récompensée le 20 janvier, avec une version intégralement traduite, disponible en boîte ou sur les plateformes de téléchargement. Cette simulation développée par les Allemands Giant Software est à milieu d'un Harvest Moon kawaii, ici c'est plutôt ambiance GG sur son tracteur. Il faudra cultiver différentes céréales dans son champ et faire fructifier les rendements de la ferme en solo ou en multijoueur. On est cependant un peu déçu que cette simulation paysanne ne prenne pas en compte les thématiques telles que le bio, les OGM, la contamination des sols ou encore la dioxine. La France a découvert les séries télévisées il y a 2 ans à peine, enfin les séries télévisées américaines, et en diffuse le soir à la place des films en se disant « mais ça coûte moins cher » et en fait, les gens ils aiment bien. Et donc, depuis, on a des CSI, des NCIS, des Cold Case qui sont diffusés sur TF1, France 2, M6, Bones, etc., etc. Tout le monde regarde, et ça m'énerve. Alors ça m'énerve pas que les gens regardent, mais ça m'énerve la diffusion. Ils diffusent les épisodes dans le désordre. T'as une série qui arrive sur ton bureau, t'as la saison 1, la saison 2, la saison 3, et les diffuseurs, ils disent « je vais mettre un épisode là ouais. ». Diffusion du 20 décembre de Cold Case sur France 2, 20 décembre dernier, à 20h40. Saison 6, épisode 11, 21h20. Saison 4, épisode 22, 22h05. Saison 3, épisode 2 de Cold Case. Moi, j'ai regardé ces épisodes. Premier épisode, l'héroïne, elle est blonde. Elle a un problème avec son père. Le deuxième épisode, elle a changé de coiffure. Tu comprends pas trop ce qui se passe parce qu'elle parle pas des problèmes avec son père. Sa mère est alcoolique et elle vient habiter chez elle à la fin de l'épisode. Et l'épisode d'après, la blonde, elle y est plus et c'est une brune qui l'a remplacée. Mais pourquoi ils font ça ? Alex, toi qui travailles un peu dans la télévision, est-ce que tu sais pourquoi les mecs ils diffusent dans le désordre ? Je n'ai aucune idée, mais il doit y avoir une bonne raison. Ils ne pas se faire chier, ou alors peut-être qu'ils partent du principe... Alors moi je me suis dit c'est ça, peut-être que France 2 se dit, ok, on a un public à 20h40, donc à 20h40 on met la saison 3 pendant un an, puis on a un public à 21h40 qui vient, donc on met la saison 4, tu vois. Et les mecs arrivent à 22h40, ils ont la saison 6. Mais je pense que, je ne connais pas la vraie raison, mais il ne faut pas sous-estimer l'aptitude de ces gens-là à ne pas comprendre l'intérêt de ce qu'ils diffusent. D'accord. Si tu savais le nombre de personnes que j'ai vues diffuser des trucs super et se rendre compte une seconde à quel point c'était important de le respecter, c'est toujours étonnant. Donc, quelle est la raison, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut en conclure qu'ils comprennent pas trop pourquoi les gens ils ont envie, ouais.
Parce que le but d'une série, quand même, c'est que tu t'attaches au personnage. Parce que finalement, Cold Case et CSI, etc., c'est hyper systématique comme schéma. T'as le meurtre et à la fin, tu trouves qu'il a tué la personne. Mais tu commences à t'intéresser à ces séries parce qu'il se passe des choses dans la vie des personnages. Et si je mets dans le désordre, ben, un coup, t'as l'autre, il sort avec la blonde, un coup, le noir, il est mort. Voilà. Bref. On regarde une critique du jeu. Non, il faut que tu suives le concept de ton 100%. Il faut que tu dises, j'aimerais qu'ils prennent la bonne résolution 2. Alors, merci Alex. Là c'est très télé, mais c'est bien, c'est bien. Oui, je voudrais que la télévision française et surtout hertzienne prennent la bonne résolution de diffuser les épisodes de leur série dans l'ordre. Et non censuré. Et non censuré si possible. Voilà. Tout de suite, une critique de jeu Little Big Planet 2. Alors, plein de gens adorent Little Big Planet. C'est une énigme. Il y a un peu plus de 2 ans sortait le tout premier Little Big Planet, un titre annoncé comme la killer app de la PS3 qui devait révolutionner le monde du jeu vidéo. Si au final le jeu de Media Molecule n'a pas converti autant de joueurs qui le souhaitaient, notamment à cause de sa maniabilité un peu déstabilisante, son côté hautement customisable, sa dimension créative et surtout sa communauté active ont tout de même séduit un paquet de joueurs. En tout cas, assez pour justifier la sortie d'un 2. Le mode histoire sert ici de longue didacticiel. On y découvre avant tout ce que le jeu a de nouveau à proposer en termes d'accessoires et de nouvelles idées, mais l'ensemble est toutefois scénarisé. C'est ainsi qu'on apprend que le monde est menacé par une terrible entité, le Négativitron, un être aspirant et détruisant toutes les idées, tous les concepts et toutes les créations sur son passage. Vite, ce diable de Négativitron nous attaque depuis le ciel. Vous devez m'aider. Votre Sackboy devra donc arrêter cette créature. Heureusement, des personnages hauts en couleur viendront vous prêter main forte une fois que vous les aurez aidés. L'occasion pour le joueur de découvrir que le conte narré dans Little Big Planet 2 s'adresse avant tout à des enfants qui n'ont pas vraiment l'âge de comprendre une histoire, ou peut-être bien à un public de drogués tant la mise en scène et les dialogues sont foufous. Va chercher mon grand mochaccino à Laurent. Un esprit un peu barré donc, qui nous rappelle clairement le roi de la série des Katamari, et ses phrases qui ne faisaient pas souvent de sens. Un bon point donc, ou un mauvais, au choix. Bien. Sacripant, viens avec moi. L'Alliance part pour une mission de sauvetage. Si le mode histoire se termine relativement rapidement, il donne toutefois un sérieux avant-goût de ce qu'il est possible de faire dans Little Big Planet 2, et force est de constater que les développeurs se sont creusé la tête. À l'image des nouveaux accessoires qui offrent de bien belles perspectives en termes de jeu. À commencer par les gants, qui permettent désormais de soulever puis de lancer des objets. Un principe on ne peut plus simple, mais qui ouvre tout un tas de possibilités bien fun. Il n'y a qu'à voir le temps hallucinant qu'on peut passer sur un mini-jeu comme le basket pour se rendre compte de la puissance de cette nouvelle feature. Le grappin fait lui également partie de ces nouveaux accessoires qui offrent pas mal de nouvelles possibilités et surtout beaucoup de plaisir une fois utilisé dans le contexte qui va bien. Aussi, les différents pistolets comme celui à eau ou bien comme le lance-roquettes permettent d'interagir avec les surfaces en les détruisant ou les altérant. L'apparition des sackbots, sorte de petits lemmings réagissant à différents stimuli, viennent également enrichir les différentes phases de réflexion. Dans le mode histoire, il s'agira de les sauver afin qu'ils vous aident, soit en activant des mécanismes, soit en vous prêtant main forte contre les ennemis. Un principe plutôt cool donc, qui multiplie là encore les possibilités offertes en termes de jeu. Autre nouveauté qui booste de manière considérable l'expérience de jeu, les véhicules et les animaux. Dans le premier Little Big Planet, le contrôle que l'on pouvait avoir sur les milliers de véhicules créés par les développeurs et par les joueurs était relativement restreint. On se contentait la plupart du temps de gérer l'accélération dans des niveaux qui ne laissaient pas vraiment de choix quant au chemin à emprunter. Ici, on a un contrôle beaucoup plus poussé sur les véhicules et les différentes montures. Le lapin, par exemple, vous permet de sauter un peu partout et d'écraser vos ennemis à la manière d'un jeu de plateforme classique. La souris, quant à elle, permet d'introduire une nouvelle manière d'appréhender le jeu, la vue de dessus. Lorsque l'on combine tous ces nouveaux éléments et qu'on les met dans des situations adaptées, on remarque alors qu'il est possible de créer et de s'amuser sur à peu près n'importe quel type de jeu.
Les courses, la plateforme bien évidemment, les puzzles, les sports, mais aussi les shoots avec en prime le choix entre scrolling horizontal ou vertical. Bien entendu, pour profiter et faire profiter les autres joueurs de votre vision du jeu vidéo, vous pouvez toujours passer par la case éditeur de niveau. Ici, la démarche reste la même que dans le précédent épisode. Vous commencerez d'abord par un didacticiel qui semble interminable pour ensuite vous plonger totalement dans l'édition. Du choix des matières aux mécanismes plus ou moins complexes, en passant par les fenêtres de dialogue, tout, mais vraiment tout ici est customisable, mais demandera surtout énormément d'investissement de la part du joueur afin d'obtenir un niveau qui fonctionne à peu près correctement. Le premier Little Big Planet pouvait compter sur plus de 2 millions de niveaux créés par sa communauté, ce qui constitue en termes de durée de vie et de variété dans l'expérience un atout complètement hallucinant. Si le deuxième volet souffre des mêmes défauts de maniabilité que son prédécesseur, avec une inertie toujours aussi bizarre pour le Sackboy, il offre grâce à ses petites nouveautés une liberté de création et un potentiel de fun tout simplement unique. Et lorsque l'ensemble bénéficie d'une réalisation encore plus époustouflante que le premier épisode, on est tenté de se laisser séduire. Le sel de Little Big Planet 2 ne réside évidemment pas dans son mode histoire, celui-ci étant très court et ne servant qu'à donner un aperçu de ce qu'il est possible de faire. Pour évaluer complètement l'intérêt du jeu, il faudra bien entendu attendre que la communauté se construise. Quoi qu'il en soit, l'aspect multigenre, la dimension coop offline ou online et les nombreux outils plutôt bien pensés mis à la disposition des personnes souhaitant rentrer dans l'édition devraient contenter la plupart des profils de gamers. Mais encore une fois, ce qui fera clairement la véritable richesse de ce titre, ce sont les joueurs qui prendront le temps de développer des niveaux et des mini-jeux susceptibles de violemment nous accrocher. La télévision m'énerve. Une autre résolution que j'aimerais que les chaînes hertziennes prennent en 2011, c'est arrêter les systématismes. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive vers juin à peu près, on a, dans le journal de 13h, tout le temps genre « Ah, les régimes avant l'été, attention, le soleil peut apporter le cancer de la peau. » Et après, vers la fête de Noël, c'est « Attention à pas manger trop gras, régime chocolat ?» Enfin, et des conneries comme ça. Et ça m'énerve de voir, mais depuis que je suis né, tout le temps, les mêmes choses, les mêmes reportages. J'ai l'impression que les gens, ils oublient. Ou en tout cas que les mecs à la télé sont persuadés que les gens, ils vont oublier les conseils qu'on leur a donnés l'année d'avant, quoi. Et ça m'énerve. Et puis aussi, les bêtisiers en période de fête. Voilà. Alors tu peux parler d'Evie, hein, parce que Karate Boy, en décembre sur Ankama TV et de Life, c'était un bêtisier. C'est vrai. Mais je te rétorquerai, hein, en parlant bien français, que c'était la fin de la saison de Young Karate Boy. On avait terminé les épisodes la semaine d'avant, et donc on avait pensé après faire un épisode bêtisier pour clôturer la saison, et ça tombait en période de fête. Ah, vous auriez pu vous retenir. Effectivement, et là on a suivi ce que les chaînes hertziennes font tout le temps. N'ayant pas le temps, vu que c'était les vacances, on a fait un bêtisier. Et oui. Mais nous, on n'a pas leur budget. D'accord? Non mais... Ah, faut pas c'est vrai que le bêtisier, c'est sombré un peu dans la facilité. Là, on avait pensé à le faire parce qu'on voulait... Le bêtisier, quoi. Oui. Ah, il vient des années 80, quoi. C'est clair. Non mais le problème aussi, c'est que souvent, c'est pas un nouveau bêtisier. C'est-à-dire que tu regardes sur TF1 ou France 2, t'as 12 milliards de fois la meuf qui se fait péter dessus par un éléphant, 12 milliards... Je suis pas sûr de l'avoir vu. Je suis pas sûr d'avoir vu. Mais t'as toujours Bougrin Dubourg qui se fait attaquer par des singes, il y est tout le temps. Tu sais, ils reprennent même les mêmes images, quoi. Et donc... Voilà. Et oui, aussi, oui, je voulais revenir sur la rediffusion. Par exemple, on était les gendarmes, Sissi, Impératrice... et la 7e compagnie, vous pouvez le diffuser l'hiver aussi. Vous n'êtes pas obligé de diffuser ça l'été. La 7e compagnie, ça peut être très bien au mois de janvier. Voilà. Tout de suite, maintenant, mon souvenir. Ah, tu as oublié ton concept d'émission. Tu dois demander... Ah oui, s'il vous plaît. Ça fait trop longtemps que j'ai arrêté. C'est la rentrée, hein. C'est la rentrée, j'ai trop arrêté. S'il vous plaît. Ouais, mais alors comment je résume ça? Arrêtez les bêtisiers en fin d'année. S'il vous plaît. Ouais, demande-leur de prendre la bonne résolution. Demande-leur de prendre la bonne résolution d'arrêter les clichés.
Alex, il fait l'émission à ma place, ça me perturbe. S'il vous plaît, les chaînes de télé, arrêtez de prenez la bonne résolution d'arrêter de faire de la télévision cliché. Et prenez des bons animateurs aussi. Well, I think it's still important to me. This is going to be silly, but I think it's 1997 NHL. Me and my buddies would sit around on the Super NES and just play until our fingers bled, and just had a great time with that. And you know, finally, that was one game that was amazing. But you know, going back to the early arcades, just dishing out quarter after quarter, spending afternoons just playing games and playing games and playing games was monumental to me. Like stupid games like Burger Time and Frontline, and but also Tail Gunner and Asteroids, and all the quote classics were fundamental to my development. And my mom would say I was wasting my money, and I said, no, Mom, this is going to pay off someday. I just know it. I had no idea you could make games at that time. But I knew somewhere along the line that is what I wanted to do. Dans les bonnes résolutions pour 2011, alors là, c'est pas vraiment les chaînes de télé, enfin si, un petit peu, mais aussi les éditeurs de DVD. Alors, je relis mon texte. Arrêtez de réutiliser pour les sous-titres des DVD ce qu'ont fait les gens de pour adapter en fait les dialogues pour la VF en fait, pour les doubleurs. D'accord, donc là tu expliques un concept que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que le texte qui est lu par les comédiens de doublage et le texte des sous-titres n'est pas du tout le même. Non, parce qu'en fait il faut savoir que, lorsqu'on veut faire du doublage, lorsqu'on veut qu'un Français mette en français dans la bouche de Joey par exemple de Friends son dialogue, et des fois quand Joey il parle en anglais, il n'a pas les mêmes mouvements de bouche que par exemple genre il va dire va ouvrir la fenêtre en anglais. Et nous, en fait, en français, j'ai du mal à expliquer. Mais en tout cas, ça colle pas. Donc, il y a des gens qui font l'adapt et qui essayent de faire coller les mots dans la bouche, mais forcément, ils sont obligés de changer des fois le sens des phrases. Et même des fois, les personnages disent autre chose. Alors, des fois, quand on a une personne qui est douée pour adapter, ça passe. Des fois, les gens sont un peu moins doués et changent un peu complètement le sens des gags. Et des fois, ça fait que Friends en VF, c'est beaucoup moins drôle qu'en VO. C'est pas quand on aime voir de la VO, c'est pas qu'on aime lire les sous-titres. C'est pas ça. C'est juste que on a envie d'avoir les bonnes vannes, les bonnes phrases que disent les personnages. Et le problème, c'est qu'avant, dans les DVD, au début, les gens, il y avait les sous-titres et il y avait les doublages. Maintenant, pour gagner du temps, pour que ça coûte moins cher, ce qui a été utilisé pour l'adaptation en VF, ils le mettent dans les sous-titres. Donc, si tu regardes la VO, et toi tu dis « Ah, c'est cool, je regarde la VO », tu vois que les sous-titres, ils collent pas avec ce que les mecs disent. Et donc, ils sont pas fait chier, ils ont pas payé un mec en plus pour faire les sous-titres. Et ça m'énerve, parce que je regarde Mon Oncle Charlie, et Mon Oncle Charlie, ils sont vulgaires, et il faut savoir que sur Comédie, le gars qui fait l'adaptation, alors je sais pas si c'est dû au gars qui fait l'adapt, ou une demande de la chaîne, ou je ne sais quoi, bref, ils enlèvent des gros mots. Ils enlèvent des trucs vulgaires. Et on se retrouve avec une série aseptisée, alors que Mon Oncle Charlie, des fois, c'est hard. Voilà. Alors heureusement que je comprends les mots hard anglais, et donc Mon Oncle Charlie me fait rire en DVD en sous-titres, mais il faut arrêter, donc prenez la bonne résolution, t'as vu Alex, en 2011, s'il vous plaît, de demander aux gens de faire des sous-titrages spécialement pour les DVD, pour les gens qui aiment regarder les séries en VO, et n'utilisez pas un texte déjà fait pour les gens qui doublent. Voilà. On regarde tout de suite Temps perdu. Bonjour,
bonne année, bonne santé, et même si c'est une rediff, car de toute façon, l'année, ça dure toute l'année justement. Tout comme vos multiples crédits qui n'en finissent pas de ne pas diminuer. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps Perdu! Hey! Eh oui! Un an de plus, une année de plus à pianoter devant son ordinateur en espérant désespérément que celle-ci sera la bonne, que travailler permettra enfin de compenser vos impôts, vos courses, vos factures, vos chats, vos maladies, votre TVA qui augmentera peut-être bientôt, vos trucs et vos machins que d'autres ne manqueront pas d'augmenter pour le plaisir. Mais le temps n'est ni au chagrin ni au regret, non, l'heure est à la nouvelle année, à cette splendide 2011 qui s'offre à nous. Oui, il est temps de positiver. Un peu comme dans As I Lay Dying, où le héros, après une chute de plusieurs mètres, est mort. Son amie, plutôt sympa, décide alors qu'elle ne peut pas laisser le corps ici parce que sinon les corbeaux vont le manger et il ne sera plus très présentable auprès de ses beaux-parents. N'écoutant que son courage, elle se trimballe donc le cadavre sur plusieurs niveaux où elle devra faire preuve d'ingéniosité, de perspicacité pour retourner en ville avec son boulet de petite amie. Pièges, mécanismes en tout genre et surtout donc, corbeau. Autant d'épreuves à relever pour parvenir à la fin de ce jeu, décidément positif. Dans Blue Knight, vous êtes une casserole bleue qui vient d'atterrir sur une nouvelle planète. La Terre qui vous envoie vous demande donc d'en faire une nouvelle colonie pour les pauvres humains qui doivent avoir bien des soucis. Du coup, on sort le gun et on massacre tous les autochtones qui, même s'ils étaient là avant nous, sont très laids et donc n'ont rien à foutre ici. Alors on flingue tout ce qui pointe le bout de sa tentacule et on avance dans notre conquête. Mais voilà, parfois, on n'arrive pas à sauter suffisamment haut pour dézinguer de l'alien. Heureusement, on trouve sur notre chemin des améliorations pour notre armure et on peut continuer à progresser. Bref, que du bonheur pour glandouiller tranquillement en flinguant positivement. Dans Love, Valentin Heuteux nous explique enfin comment fonctionne l'amour. Alors c'est très simple, vous vous approchez d'une autre personne comme ça, et là, c'est le rayon du bonheur. Mais attention, si quelqu'un d'autre s'approche, vous pouvez l'emballer aussi. Mais si encore une autre personne arrive, pareil, des rayons de bonheur. Ouh. Alors de temps en temps, il y en a qui sont super speed et qui arrivent à toute berzingue pour foutre le bordel dans vos petits échanges amoureux. Mais ce ne sont que des jaloux qu'il suffit d'éviter habilement, hop, tout en continuant vos petites sauteries avec d'autres personnes. Résumons donc, l'amour pour Valentin, ce sont donc des parties à plusieurs qui ne durent que le temps qu'une autre personne s'en mêle. De la morale super positive, dites donc. Enfin, dans Colm, vous êtes un robot tout cassé. Mais heureusement, maman est là et va vous aider. Déjà, il va falloir retrouver vos jambes. Ensuite, ce seront vos yeux, et ainsi de suite. Une fois que vous serez en meilleure forme et que vous serez capable de faire plein de choses, il faudra faire tout ce que vous dit votre gentille génitrice, car votre maman, elle sait ce qui est bon pour vous. Elle vous demandera de récupérer certaines petites choses, pas du tout dangereuses, comme des bombes ou d'autres trucs, pourquoi pas nucléaires. Et puis de toute façon, elle vous aime, non? C'est ça qui est le plus important. Et comme tout est positif en ce bas monde, ça n'est pas important qu'à la fin elle vous enfonce en... Pour gagner plus, jouer plus. Oui, il faudrait voir à pas l'oublier parce que le positif, ça va bien 2 minutes, mais après... Pour terminer un peu avec les DVD, tout à l'heure je parlais des sous-titres, il faut savoir que donc, les gens qui font l'adaptation, parfois, ne sont pas geeks. Et donc, on leur demande d'adapter une série américaine où il y a des vannes geeks, et le mec, il accepte, parce que c'est sa vie, pour gagner sa vie, il va pas refuser. Mais le problème, c'est que le gars, il a pas les références. Et donc, tous les gags geeks, le mec, il les traduit autrement, et ça nique tout l'épisode. J'ai vu un épisode du Drew Carey Show, je suis fan du Drew Carey Show, et il y a Drew Carey qui gagne la Batmobile. Et donc, vu que c'est la Warner, en fait, ils ont la Batmobile du premier film de Batman, et donc Drew Carey se balade dans son quartier avec la Batmobile du film. Donc c'est hyper classe et tout ça, et ses potes, ils jouent avec lui et tout ça machin depuis qu'il a gagné la Batmobile, et entre eux, ils se font des vannes par rapport à Batman. Et donc, t'as un des potes de Drew Carey qui arrive et qui fait « Bonjour, Monsieur Wayne », en version originale. Et Drew Carey lui répond « Bonjour, Dick ». Donc, il faut savoir que Dick, c'est Robin, l'enfant élevé par Batman.
Et le mec qui a traduit le truc, il voit marqué Dick. Il se dit c'est une série où c'est souvent vulgaire. Donc en VF ça fait bonjour monsieur Wen, bonjour monsieur Beat. Et là, mais comment comprendre? Hein? Pourquoi t'as fait ça, mec? Pourquoi t'as fait ça? Batman, tu vas te renseigner, tu regardes sur Wikipédia, je sais pas quoi. Bref, pour une bonne résolution en 2011, le mec qui a fait ça dans les années 90, je voudrais le retrouver et lui faire du mal. Tout de suite maintenant, on regarde, je vois plus rien, Retro and Magic. Voilà. La semaine dernière, nous avons parlé des aventures de Donald. Cette semaine, nous allons encore parler des canards Disney en chroniquant cette fois-ci les aventures vidéoludiques de son oncle Picsou, alias Scrooge McDuck en version originale. Créé en 1947 par le génial Carl Barks, Picsou est l'un des personnages Disney les plus populaires, notamment en Europe. C'est le plus riche foie de canard, le plus chiche, le plus roublard, en suivant Riri, Fifi, Loulou. Ouhou! Disney lance en 1987 la série télé DuckTales, connue chez nous sous le nom La Bande à Picsou. Bien qu'assez différente des comics dessinés par Barks, la série va obtenir un très grand succès, culminant avec la réalisation en 1990 d'un long métrage, Le Trésor de la Lampe perdue. Face à ce succès, il ne faut pas s'étonner de voir une adaptation en jeu vidéo apparaître dès 1989 sur la NES. C'est Capcom qui réalise le jeu DuckTales, qui reste à ce jour considéré comme l'une des pépites de la NES, si vous permettez ce jeu de mots facile. Dans DuckTales, le joueur incarne Picsou lui-même qui est à la recherche de divers trésors perdus. Cette quête l'entraînera à travers 5 vastes mondes qui peuvent être traversés dans l'ordre de son choix. Des items découverts dans un monde permettent de débloquer des passages dans d'autres mondes, un peu à la manière d'un Metroid ou même d'un Megaman. Cette non-linéarité fera la particularité de DuckTales, et comme on a pu le voir, les jeux Donald, pourtant développés par Sega, adopteront également cette structure. De nombreux personnages issus du dessin animé font une apparition dans le jeu, de Flagada Jones à Mami Baba en passant par Robotique, Je retrouve tout et bien sûr les 3 petits neveux. De même, les méchants sont légion, et Mystique, Gripsou et les Raptous sont bien sûr de la partie. Pour progresser dans les niveaux, la meilleure alliée de Picsou reste sa canne, qui fait office tour à tour de grappin, de club de golf ou même de pogo stick. Le jeu était néanmoins très court et pas très difficile. Capcom réalisera également une version Game Boy très soignée, qui rencontrera elle aussi un grand succès. Quatre ans après l'original, Capcom sort une nouvelle aventure de Picsou et sa petite famille. Le jeu s'avère très similaire au premier épisode, mélangeant toujours quête de richesse, non-linéarité et level design ingénieux. Malheureusement, la série étant terminée depuis longtemps, le jeu passa un peu inaperçu. Petite anecdote, en 1991 commence la publication de La jeunesse de Picsou de Don Rosa, saga fleuve qui vaudra à son auteur un Eisner Award. La jeunesse de Picsou révèle que le nom du père de Picsou était Fergus McDuck. DuckTales 2 y fait référence puisque tout commence lorsque les neveux découvrent un fragment de carte ayant appartenu à Fergus. Y avait-il un fan de Don Rosa chez Capcom? En tout cas, cet effort de continuité fait plaisir à voir. Nous avons dit que la version NES du jeu n'avait pas rencontré beaucoup de succès, mais en revanche la version Game Boy, une fois de plus très réussie, sera quant à elle un best-seller sur cette machine. En marge des jeux Capcom, un troisième jeu DuckTales voit le jour cette fois-ci sur ordinateur. Développé par Sierra, The Quest for Gold est en fait un jeu à épreuve. Gripsou a mis Picsou au défi de rassembler plus de trésors que lui. Le joueur doit choisir un lieu sur la carte et réussir une épreuve afin d'obtenir le trésor. Un compteur s'égrène à chaque tentative. Si le joueur a plus de trésors que Gripsou lorsque le temps est écoulé, le joueur a gagné. Diverses épreuves sont proposées. Escalader une falaise, explorer une caverne dangereuse ou encore photographier les animaux sauvages. Il faut également apprendre à piloter l'avion de Flagada pour arriver à bon port, ce qui est loin d'être évident. Heureusement, entre deux missions, le joueur peut se relaxer dans un bon bain de pièces d'or. The Quest for Gold, malgré son concept original, n'est pas franchement un bon jeu et ne présente que peu d'intérêt en dehors du charme inhérent à la bande à Picsou.
La série télé DuckTales engendrera une série spin-off, dans laquelle on retrouve quelques personnages, notamment Flagada Jones. Cette série, parodie affectueuse de Batman version canard, c'est bien sûr Darkwing Duck, alias Mr. Mask chez nous. Le héros de la série est Albert Colvert, Drake Mallard en version originale, qui à la nuit tombée devient Mr. Mask, la terreur qui corrige les erreurs, défendant la ville de Saint-Canard contre toutes sortes de super-vilains. Le premier jeu mettant en scène Darkwing Duck sort sur PC Engine en 1992, et n'y allons pas par 4 chemins, c'est une grosse boue. Le jeu se présente comme un beat'em all à la maniabilité douteuse, au gameplay bancal et au graphisme pauvre, qui ne font pas honneur à la machine de NEC. Bref, cette version craint un max. Sur NES en revanche, c'est Capcom qui se charge de l'adaptation des aventures du héros qui n'a jamais tort foi d'alligator. Et on sent tout de suite la différence. Le jeu de Capcom donne immédiatement envie de s'en aller faire la guerre aux forces du mal. Une fois de plus, le choix est donné entre plusieurs niveaux dès le départ, chacun correspondant au plan diabolique d'un vilain pour détruire ou rançonner Saint-Canard. Seul Mr. Mask peut sauver la ville à l'aide de divers gadgets. Le jeu suit une structure encore une fois calquée sur celle de Mega Man et utilise d'ailleurs le même moteur que Mega Man 5. Inutile de dire que les similitudes entre les deux jeux sont nombreuses. Plus orienté action que les DuckTales, Darkwing Duck est un excellent jeu qui fut parmi les derniers grands titres sortis sur NES, la 8 bits de Nintendo laissant inexorablement sa place à la Super Nintendo dans les foyers des Nintendophiles du monde entier. Comme DuckTales, une belle version Game Boy fut également réalisée par Capcom. Warren Spector, designer du très bon Epic Mickey sur Wii, a plusieurs fois proclamé que son rêve était de réaliser un jeu mettant en scène les canards Disney. Après la célèbre souris, Picsou, Donald et tout le clan Duck mériteraient bien de revenir en force sur le devant de la scène. Bah oui, parce qu'on ne veut plus claquer du bec chez nous. Ouhou. Alors ce 101% est pratiquement terminé, mais j'ai encore beaucoup de fiel à déverser. Énormément de fiel. Je suis rempli de fiel. Et je voudrais, pour cette année 2011, qu'il n'y ait pas que les chaînes hertziennes qui prennent leurs responsabilités et qui prennent de bonnes initiatives. Non, j'aimerais que les chaînes du câble aussi, ou même des box ADSL, se remettent en question. Par exemple, des émissions où l'animateur donnerait des leçons à des vieux qui sont là depuis des années et qui savent faire de la télé. Et même ce mec qui serait peut-être chauve, et des chauves à la télé, ça se fait pas. Ou il faudrait aussi arrêter peut-être les émissions où il y a le réa qui intervient avec un micro. C'est nul. Dorothée le faisait déjà dans les années 80 avec Pat Logan. C'est nul, il faut arrêter. Voilà, pour 2011, j'ai envie que ça change. J'ai envie que votre vie change, et j'ai envie que ma vie change aussi.